Le Sénat devra examiner à partir du mois de juin en commission un texte très différent de celui déposé initialement par le gouvernement, puisqu'il a triplé de volume, passant de 69 articles à 218. Toutefois, les thèmes, la technicité, la portée, la normativité et les impacts sont très différents d'une mesure à l'autre quand une étude précise des impacts est disponible. Dès lors, l'appréhension de la cohérence globale du texte et la mesure de l'impact et de ses dispositions sur nos émissions et notre empreinte carbone sont devenues difficiles à appréhender, alors même que le Haut Conseil pour le climat mesures programmatiques, des prorogations et modifications de mesures à peine ou non entrées en vigueur, des coordinations de mesures anticipées avec d'autres textes qui pourraient être examinés au Parlement dans les prochains mois ou années, et quelques mesures d'interdiction et d'effet direct, mais aussi désormais une quarantaine de demandes de rapport du gouvernement au Parlement. Il y a également une demi-douzaine d'habilitations à légiférer par ordonnance sur des sujets très variés, essentiels et plus ou moins sensibles, mais qui auraient tous mérité des discussions plus approfondies au Parlement. Je pense notamment à la réforme du code minier ou à la réforme de la gestion du recul de trait de côte, par exemple, qui n'était pas dans le champ de la réflexion de la Convention citoyenne pour le climat par le président de la République, sauf erreur de ma part. Les dispositions prévues initialement pour être prises par voie d'ordonnance ont été inscrites dans le corps du texte. C'est une bonne chose, mais il reste de vastes champs d'habilitation. Par ailleurs, vous le savez, ce texte ne permet toujours pas d'atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, tant par rapport à la cible actuelle de moins 40% que par rapport à la nouvelle cible de moins 55% que l'Union européenne se donne avec le soutien de la France. Donc, ce qui devait être un texte de bilan pour accéder à certaines mesures déjà prises depuis le début du quinquennat et ouvrir de nouveaux champs d'action apparaît finalement en retrait par rapport à l'objectif initial. On a aussi le sentiment que certains sujets n'étaient pas tout à fait prêts, car plusieurs missions ont travaillé sur des dispositions du texte à la demande du gouvernement, alors même que l'examen parlementaire avait déjà commencé à l'Assemblée. Je pense aux mesures relatives à la régulation de la publicité, avec la mission confiée à Arnaud Leroy et Agathe Bousquet, ou à la rénovation énergétique des bâtiments, avec la mission confiée à Olivier Sichel, par exemple. Enfin, pour vous faciliter la tâche, si j'ose dire, ce texte suscite de vives réactions dans la société et l'opinion. D'un côté, certains l'accusent d'aller trop loin et d'ignorer le contexte sanitaire et économique actuel. D'un autre côté, certains soulignent toujours son manque d'ambition, des déséquilibres et des renoncements trop nombreux du gouvernement. Donc, Madame la Ministre, je compte sur vous pour nous éclairer sur ce nouveau texte issu des travaux des députés que nous aurons à examiner dans les prochaines semaines. Et j'en viens aux deux questions que je souhaitais vous poser avant de vous laisser la parole. D'abord, quelles sont pour vous et le gouvernement auquel vous appartenez les mesures les plus importantes du texte et celles auxquelles vous tenez particulièrement parmi les 218 articles du texte? Ma deuxième question, le gouvernement envisage-t-il de compléter le texte en proposant d'insérer en dur des dispositions qui sont actuellement dans des habilitations à légiférer par ordonnance? Quels éléments le gouvernement souhaite-t-il voir évoluer par rapport au texte adopté par les députés? Voilà, Madame la Ministre, je vous cède la parole et je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Bonjour à toutes et à tous. Je suis venue aujourd'hui vous proposer d'écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire. Une page qui sera faite de démocratie et d'écologie, et une page qui a été écrite, et c'est nouveau, avec toutes les forces vives de notre pays, grâce au travail des femmes et des hommes qui n'ont d'autre titre que de celui de citoyen, et une page qui a été complétée, renforcée, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, densifiée par le travail exigeant des députés. Et je crois qu'au milieu d'une crise sanitaire qui semble n'en pas finir, c'est bien ce dont nous avons toutes et tous besoin. Oui, il y a urgence. Il y a urgence à construire un autre avenir pour nos territoires, à les protéger des conséquences du dérèglement climatique. Urgence à réinventer une civilisation qui provoque aujourd'hui
canicule, crues mortelles, cyclones et tempêtes par son inconséquence. Urgence à conduire l'humanité à l'âge adulte avec une pleine conscience du danger que nos comportements font courir et de la fragilité de notre planète. C'est l'appel des 150, l'appel de notre jeunesse et l'appel du pays tout entier. Alors, nous devons agir vite, nous devons agir bien, nous devons faire différemment et faire mieux. Et je crois que ce grand défi de notre temps est l'occasion de retisser aussi des liens dont notre pays a besoin, de rassembler, d'unir, d'arrêter d'opposer et de retrouver ce goût d'un avenir partagé à construire ensemble pour chacune et chacun des enfants de la République, où qu'ils vivent et d'où qu'ils viennent. C'est cela, à mon sens, faire nation dans notre nouveau siècle. Et c'est bien à cet exercice que se sont attelés les 150 membres de la Convention citoyenne qui ont été tirés au sort. Pendant 9 mois, ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie pour apporter leur concours à notre vie collective. Au départ, ils n'étaient ni experts, ni des convaincus de la cause environnementale. Ils viennent de tous les coins de France, ils représentent tous les métiers, toutes les catégories sociales. Ils ont discuté, ils ont débattu, ils ont proposé. Et ils ont fait vivre finalement ces beaux mots de citoyen et de démocratie dans ce qu'il y a de plus noble et de plus sincère. Et je veux redire ici ma fierté devant leur héritage démocratique et écologique. Maintenant, le temps du Parlement est venu et maintenant c'est à vous, sénatrices et sénateurs, de concrétiser ce travail entamé et de transformer l'essai. Alors bien sûr, Monsieur le Président l'a souligné, beaucoup critiqueront le rythme de transformation, trop rapide ou trop lent. C'est selon. Mais j'ai cette conviction acquise de longue date. S'il faut assumer des ruptures dans certaines politiques publiques, on ne transforme pas un pays dans la brutalité. Il faut donner l'impulsion, il faut doser entre la contrainte et l'initiative et accompagner chacune et chacun. Il faut dessiner cette écologie pratique de terrain, réaliste et concrète. Une écologie qui serait pragmatique et qui remet tout simplement du bon sens dans nos vies. Et tout commence à l'école de la République. C'est pour cela que cette loi fera entrer l'écologie dans les salles de classe pour former les futurs citoyens aux enjeux du siècle. Cette loi va aussi nous donner des moyens pour faire de chaque citoyen un acteur d'une consommation plus responsable en indiquant sur des produits et services leur bilan environnemental, en transformant les représentations qui sont véhiculées par la publicité et en définissant le greenwashing ou éco-blanchiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire une pratique commerciale trompeuse. C'est l'ambition du titre 1. Avec cette loi, nous allons aussi porter la transition écologique au cœur des entreprises avec les instances de représentation des salariés. Nous allons mobiliser la commande publique pour accélérer la décarbonation de notre économie. Les clauses environnementales seront obligatoires dans les marchés publics. Nous allons aussi mieux ancrer les énergies renouvelables dans les territoires pour renforcer l'acceptabilité des projets. Et c'est tout le sens du titre 2. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, cette loi va aussi nous permettre de protéger directement des milliers de nos concitoyens exposés chroniquement à un air irrespirable. On en connaît le coût humain, les maladies respiratoires, 40 000 morts chaque année. Alors, oui, nous allons créer des zones à faible émission dans toutes les grandes villes de France pour mettre un terme à la circulation des véhicules les plus polluants sous les fenêtres de nos enfants. Oui, cette loi, enrichie de sa première lecture à l'Assemblée, va permettre à nos concitoyens de bénéficier de la prime à la conversion pour se tourner vers des vélos à assistance électrique. Remettre du bon sens dans notre vie collective, c'est aussi reconnaître l'absurdité qui consiste à prendre l'avion alors qu'on peut faire le même trajet avec un train direct en moins de 2h30. Ce sont les objectifs du titre 3. Remettre du bon sens dans notre vie, c'est aussi l'ambition du titre 4. D'abord pour arrêter d'engloutir la nature sous le béton, pour arrêter de construire des centres commerciaux dans les champs, pour diviser par 2 le rythme d'artificialisation des sols. Mais ce bon sens dont je vous parle, c'est aussi d'agir pour mettre fin à la situation intenable de près de 2 millions de foyers français vivant en location dans des passoires thermiques. L'été, ils suffoquent, l'hiver, ils grelottent et entre les deux, ils payent des factures exorbitantes. Et nous pouvons éviter cela en évitant du même coup des millions de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Alors avec cette loi, nous interdisons la mise en location de ces passoires pour conduire les propriétaires à réaliser des rénovations de qualité. Et nous avons une trajectoire claire pour y arriver. D'abord, les classes G, les plus consommatrices d'énergie. Ce sont près de 600 000 logements qui sont concernés et leur location en l'état sera interdite d'ici 4 ans, en 2025.
Ensuite, pour la classe F, qui représente 1,2 million de locations, l'interdiction interviendra en 2028. Enfin, pour la classe E et ses plus de 2 millions de locations qui devront être rénovées avant 2034. Ce calendrier laisse à chacune et à chacun le temps pour s'adapter. Il évite aussi la saturation des professionnels. Parce que j'entends bien que certains voudraient tout interdire demain matin, mais encore faut-il que la filière se soit structurée et que les propriétaires aient la capacité de réaliser ces travaux, qu'ils soient accompagnés. Et cet accompagnement, il est aussi garanti dans la durée par cette loi, avec la création des accompagnateurs rénovation agréés par l'État. Ils auront l'importante mission de soutenir des ménages de A à Z, de la conception de leur projet à sa réalisation, en passant par le montage financier et le choix des artisans. Enfin, ce sera simple. Enfin, on sortira des procédures extrêmement complexe à laquelle il faut avoir passé des études entières et des dizaines d'années pour comprendre comment on pouvait obtenir les aides. Nous avons conscience de l'effort que nous demandons à ces millions de propriétaires. Et c'est bien pourquoi la loi doit fixer un principe d'engagement financier de l'État pour accompagner les ménages en garantissant un reste à charge faible, notamment pour les plus précaires. Ce principe que les députés ont tenu à ajouter au texte pour qu'il soit gravé dans le marbre de la loi se traduira chaque année dans les lois de finances. Et oui, c'est bien en confiance que nous y arriverons, car cette transformation de notre habitat, c'est aussi une question de cohérence et de prévisibilité. Mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, cette loi, c'est aussi l'occasion de donner une nouvelle impulsion à la transformation de notre modèle agricole et alimentaire, en développant une agroécologie au service des territoires, des humains et de la nature, en luttant contre la déforestation importée, en donnant à chacune et à chacun le droit à une alimentation plus saine, plus équilibrée, en ouvrant davantage le choix à un menu végétarien et en mettant en parallèle dans la commande des commandes de viande qui soient de bonne qualité, qui soient labellisées. C'est le programme du titre 5. Vous le voyez, cette loi acte un changement d'air, le début d'une nouvelle époque, une époque où la destruction volontaire de la nature, les dépôts sauvages, les pollutions qui pourraient être évitées sont intolérables. Et je le dis et je le redis, la complaisance avec les pollueurs, c'est terminé. Alors oui, nous renforçons notre droit, notre cadre juridique avec le titre 6. Nous nous donnons enfin les moyens d'agir avec diligence et sévérité contre ceux qui portent gravement atteinte à l'environnement, et c'est un grand pas en avant. Et comme je le disais il y a un instant, je suis attachée profondément à ce temps que nous prenons ensemble, vous et moi, au débat parlementaire, au travail des élus de la nation. C'est que je sais combien ce travail améliore les lois. Je vous ai déjà mentionné les avancées notables, certaines qui ont été issues de plus de 200 heures de débat à l'Assemblée. Je n'ai pas encore parlé du nouveau titre, le 7e, qui est venu enrichir ce texte et sa portée dans le temps long. Car pour relever cet immense défi qu'on appelle la transition, nous avons besoin d'un cadre robuste pour nous assurer que notre exigence ne faiblit pas. Et les évolutions de notre gouvernance climatique adoptées par les députés vont dans le bon sens pour cela. L'évaluation de la mise en œuvre de cette loi chaque année par le Haut Conseil pour le climat et la Cour des comptes, c'est une excellente manière d'agir en cohérence et en responsabilité. Et c'est le même esprit qui doit animer la négociation de feuilles de route, secteur par secteur. Mettre autour de la table les acteurs qui vont concrètement agir, faire bouger leur modèle pour atteindre nos objectifs climatiques communs, c'est le prérequis, le gage d'une coordination efficace de chacune des actions, de chacun des engagements pour atteindre nos objectifs. Alors bien sûr, une seule loi ne peut transformer un pays, aussi ambitieuse soit-elle. Et quand j'entends certains dire que cette loi n'est pas suffisante pour aboutir aux objectifs de 40% de réduction des gaz à effet de serre en 2030, je confirme, bien sûr. Ce projet devant nous, c'est une nouvelle pierre à un édifice beaucoup plus large que nous bâtissons depuis le premier jour. Elle vient avec des décisions que personne n'avait osé prendre avant, comme l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, d'Europa City, de la Montagne d'Or, du T4 de Roissy. Elle vient avec un plan de relance historique qui consacre 30 milliards d'euros à la décarbonation de notre économie. Elle vient avec de nombreuses mesures réglementaires et d'accompagnement, des mesures aussi fiscales. Et elle vient avec notre mobilisation internationale sans faille pour forger des consensus qui feront date, pour faire de l'Europe une puissance poussant nos partenaires commerciaux à s'aligner sur notre niveau d'ambition. Alors, mesdames et les sénatrices, messieurs les sénateurs, maintenant ce texte, il est à vous.
Et je sais qu'ensemble, nous pouvons faire vivre cette écologie de terrain et de bon sens. Je sais que nous partageons la même volonté de transformer notre système, notre pays, le quotidien des Françaises et des Français. Je vous remercie de votre invitation à venir devant vous aujourd'hui. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour répondre tout d'abord aux questions de Monsieur le Président. Je voudrais vous répondre que si je ne devais retenir que quelques mesures, mais c'est très dur le choix que vous me demandez de faire dans ce texte très très large, je dirais que parmi les mesures qui me sont plus chères, il y a quelques mesures structurantes et quelques mesures qui sont plus des mesures de changement de modèle. Mesures structurantes, il y a bien sûr les mesures sur la rénovation des bâtiments. Je rappelle que le bâtiment, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc le fait de mettre en place des mesures qui vont concrètement pouvoir faire baisser ces émissions de gaz à effet de serre et qui ont en plus un impact social fort, ça fait partie des mesures qui sont très importantes à mon sens. Deuxième mesure structurante, c'est la mise en place des zones à faible émission. Les zones à faible émission, c'est un effort sans précédent pour la santé publique. Ça va concerner la moitié de la population française. Mais c'est un effort qu'on demande aux collectivités sur le terrain. J'étais à Marseille lundi. J'ai eu beaucoup de questions sur la mise en place de la ZFE parce que ça nécessite un accompagnement social. Ça nécessite un accompagnement aussi pour nos artisans, par exemple, qui ont besoin de pouvoir continuer à rentrer à l'intérieur de ces villes pour travailler. Et nous avons évidemment prévu des mesures d'accompagnement parce que toute mesure mise en place dans cette loi, quand il y a des personnes ou des catégories de personnes qui sont visées, il y a des mesures d'accompagnement qui sont mises en place, soit dans la loi, soit par des mesures réglementaires ou fiscales à côté. Troisième mesure importante, les mesures sur l'artificialisation des sols. Nous ne pouvons continuer à bétonner nos sols avec un rythme aussi fort. Nous avons un objectif à long terme qui est le zéro artificialisation nette, et nous avons une mesure intermédiaire qui va nous permettre de diviser par 2 d'ici 10 ans notre rythme d'artificialisation. Je le vois déjà sur le terrain, j'ai discuté avec des maires qui me disaient mais tout simplement, maintenant, on change d'état d'esprit, c'est-à-dire que quand on a un projet, on commence à regarder, est-ce que j'ai pas un endroit, une friche par exemple, où je pourrais mettre ce projet plutôt que d'aller sur une terre agricole. Évidemment, c'est encore une fois une mesure accompagnée puisque le fonds friche, c'est 300 millions d'euros que nous mettons à disposition des collectivités pour cela. Et puis des mesures plus culturelles, mais très importantes à mon sens. Ce sera les menus végétariens, les mesures aussi sur le remplacement des trajets en avion par le train quand il y a des alternatives en train, ou encore le fameux Carbon Score qui était porté par les membres de la Convention citoyenne pour le climat, et qui veut dire tout simplement qu'il y aura un étiquetage qui permettra aux consommateurs de voir du premier coup d'œil si le produit qu'ils achètent est bon ou mauvais pour l'environnement, et ce qui pourra les aider dans leur choix. Enfin, sur les ordonnances dont vous avez parlé, Monsieur le Président, nous avons déjà commencé à traduire un certain nombre d'ordonnances dans le dur de la loi, dans l'examen devant les députés. Au Sénat, moi, je ne suis absolument pas fermée à la possibilité qu'on puisse le faire également sur d'autres ordonnances, qu'il faudra juste qu'on regarde, et il faudra vraiment qu'on regarde au cas par cas. C'est des ordonnances qui sont purement techniques, qui sont, par exemple, du nettoyage de code sur notamment l'urbanisme, qui ne nécessitent pas d'être mis dans le dur de la loi et qui alourdiraient considérablement la loi, qui n'ont pas trop d'intérêt, et d'autres ordonnances qui seraient plus adaptées pour cette transcription. Donc il faudra vraiment qu'on regarde, mais en tout cas, je suis tout à fait ouverte à l'idée. Et enfin, par rapport à ce que demandait la Convention citoyenne, vous parlez de l'ajout du code minier ou du trait de côte. Alors pour le code minier, il y avait des mesures qui concernaient justement des grands projets comme la Montagne d'Or ou la lutte contre l'orpaillage illégal. Et donc la réforme du code minier permet de répondre à ces questions. Mais évidemment, nous avons profité, il faut le dire, de cette loi pour mettre en place un certain nombre de mesures qui étaient attendues depuis longtemps, qui avaient fait l'objet de travail de parlementaires, que ce soit sur le code minier ou sur le trait de côte, et dont on voyait que l'encombrement du calendrier parlementaire risquait de nous empêcher de les mener à bien d'ici la fin du quinquennat. Or,
notamment par exemple sur la montagne d'Or, nous avons des risques juridiques, des risques de contentieux pendants qu'il faut absolument qu'on puisse contenir, et la réforme du code minier va nous le permettre. De la même manière, sur le trait de côte, nous avons des élus qui nous alertent très régulièrement. Nous avons eu le problème du Signal, du fameux immeuble du Signal, qui n'est que le premier cas, de nombreux cas qui vont se présenter, et on avait besoin de réformer notre législation. Et donc c'est un acte volontaire, politique, de mettre ça dans la loi. Voilà, j'ai déjà été trop longue, pardon, Monsieur le Président. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Ministre. Je crois que vous avez bien fait de venir, parce que j'ai pas moins de 20 demandes de parole. Donc c'est que effectivement nos collègues sont particulièrement intéressés. Alors je vais proposer de donner la parole aux trois rapporteurs que sont Marta de Cidrac, Pascal Martin et Philippe Tabarot, et également donner la parole à Ronan Dantec, qui est le président du groupe de travail climat, et après vous pourrez répondre, et après 21 avec Guillaume cette fois-ci, et qui est le président du groupe de travail. Et après, vous répondrez à ces 4 questions et je redonnerai la parole aux 3 rapporteurs pour avis. Voilà, Madame Marta de Cidrac, je vous donne la parole. Merci, Président. Madame la Ministre, je concentrerai mes questions sur le titre 1 et le titre 6 du projet de loi. Je m'étonne que plusieurs articles du projet de loi reviennent sur des équilibres atteints lors de récents débats parlementaires, ce qui soulève évidemment d'importantes questions quant à la lisibilité de la norme et de la qualité de la loi. Je pense notamment à 2 articles du projet de loi, les articles 9 et 12, qui rejouent en quelque sorte la loi AGEC promulguée il y a un peu plus d'1 an. Concernant le premier article, le 9, je m'interroge sur la capacité de l'expérimentation prévue à distinguer les résultats propres au WePub de ceux de la loi AGEC, qui a introduit un régime de sanctions au stop-pub. Ce chevauchement des initiatives a-t-il été pris en compte lors de la rédaction du projet de loi ? Concernant l'article 12, je vous rappelle qu'à l'occasion de la loi AGEC, le Sénat avait permis au pouvoir réglementaire de faire obligation aux producteurs ou à l'éco-organisme dont il relève de mettre en œuvre des dispositifs de consigne autres que la consigne pour recyclage sur les bouteilles plastiques. La version de l'article 12 qui nous a été transmise par l'Assemblée nationale ne fait que décliner cette possibilité à la consigne pour réemploi sur les emballages en verre. Cet article est-il utile juridiquement ou ne constitue-t-il qu'un support de communication de votre part, Madame la Ministre ? Par ailleurs, l'article 1er, qui porte sur l'affichage environnemental, revient lui aussi sur une disposition introduite par la loi AGEC et dont l'évaluation est attendue pour le mois d'août 2021. Alors que plusieurs secteurs, textiles, ameublement, aménagement touristique, alimentaire, sont engagés dans ces démarches qui, depuis les lois Grenelle 1 et 2, ce qui montre au passage que cette idée d'affichage environnemental n'est pas neuve, je m'interroge sur l'entrée en vigueur tardive du dispositif, après 5 ans d'expérimentation tel que cela est prévu par le projet de loi. Ne pensez-vous pas qu'il serait important de mettre en œuvre ce dispositif plus rapidement, tant au service de l'information des consommateurs que de la compétitivité de nos entreprises ? L'affichage environnemental me semble en effet être un élément puissant pour accompagner la décarbonation de notre modèle économique et créer des avantages comparatifs pour les entreprises françaises. Par ailleurs, une précision a été introduite à l'Assemblée nationale pour tenir compte de la situation des entreprises de moins de 21 salariés. À quoi correspond ce seuil ? À l'article 11, je partage la volonté de développer davantage le vrac, qui répond à une aspiration de beaucoup de Français à la réduction des déchets d'emballage. Se fixer des objectifs comme le fait l'article 11 peut à cet égard avoir un intérêt. Il me semble cependant que poser une obligation de résultat ne suffit pas. Il y a de nombreuses barrières techniques et pratiques à lever pour pérenniser le vrac. Comment l'État peut-il mieux accompagner les acteurs, notamment par le biais d'expérimentations, par exemple, pour limiter les risques de gaspillage alimentaire induit, pour adapter la réglementation relative à l'étiquetage des produits alimentaires ou encore pour lever les contraintes techniques empêchant aujourd'hui la vente en vrac de certains produits de consommation. À l'article 11, contre l'avis du gouvernement, plusieurs amendements ont été adoptés en séance publique afin d'interdire à partir de 2025 les emballages constitués en polystyrène. Il n'existe certes pas aujourd'hui en France de filière opérationnelle de recyclage du polystyrène, mais plusieurs projets de recyclage chimique ont été récemment annoncés en France ou sont au stade du pilote technologique. Ne serait-il pas contradictoire d'interdire ces emballages
alors même que nous consacrons des millions d'euros à la recherche de solutions de recyclage, dans la perspective notamment de l'objectif de 100% d'emballage recyclable d'ici 2025, posé par la loi AGEC. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'avancée de ces projets ? J'aimerais également revenir sur l'article 6 qui prévoit une décentralisation du pouvoir de police de la publicité aux communes ou aux intercommunalités ne disposant pas d'un RLP. J'ai des difficultés à comprendre l'objectif visé par cet article. Ne risque-t-il pas de mettre en difficulté les petites collectivités qui ne disposent pas de la capacité à contrôler et sanctionner les éventuelles atteintes au Code de l'environnement ? Enfin, s'agissant du titre 6 du projet de loi consacré à la protection judiciaire de l'environnement, vous paraît-il souhaitable que le nouveau délit de mise en danger de l'environnement soit puni plus sévèrement que le délit de mise en danger de la vie d'autrui prévu par le Code pénal ? 3 ans d'emprisonnement contre 1 an d'emprisonnement. Comment les juges seront amenés à apprécier la qualification juridique de l'atteinte durable susceptible de durer au moins 10 ans ? En termes de lisibilité et de proportionnalité de l'échelle des peines, vous paraît-il opportun de sanctionner plus sévèrement une mise en danger de l'environnement qui n'a pas causé de dommages que certaines dégradations substantielles de l'environnement visées évidemment à l'article L. 173.3 du Code de l'environnement ? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Pascal Martin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Mes questions porteront sur plusieurs titres du projet de loi. Concernant le verdissement de la commande publique, je salue les avancées du texte à l'issue des débats à l'Assemblée nationale. En effet, l'extension de l'article 15 au contrat de concession semble tout particulièrement opportune. Nous savons cependant que le recours à la norme ne suffira pas et qu'un véritable verdissement de la commande publique devra également passer par la formation et l'accompagnement des acheteurs publics. Des outils d'analyse de cycle de vie pourraient-ils par exemple être mis à disposition des collectivités territoriales par l'État ? S'agissant du volet relatif à l'eau, qui ne comportait initialement qu'un article, le 19, relatif aux écosystèmes aquatiques, alors que le texte qui nous est transmis en comporte désormais 6, je souhaiterais évoquer le très controversé article 19 bis C sur la continuité écologique et l'interdiction des destructions de moulins à eau, qui a fait l'objet d'âpres discussions. Ne pourrait-on pas retenir une rédaction plus équilibrée qui permettrait la circulation des espèces aquatiques ainsi que le transport des sédiments, tout en rassurant les propriétaires de moulins à eau, inquiets de ce qu'ils décrivent comme, je cite, une politique de destruction d'ouvrages dans le cadre d'une continuité écologique apaisée. Ce texte comprend en outre un article 19 bis G prévoyant un programme d'action chiffré visant à améliorer le fonctionnement des ouvrages et équipements de distribution d'eau potable. Ne serait-il pas opportun de prévoir un plan national de lutte contre les pertes du réseau de distribution d'eau potable et d'amélioration de sa performance, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui le taux de fuite moyen en France est de 20%. J'aimerais également vous interroger sur l'inscription dans la loi, et c'est l'article 56, de la stratégie nationale pour les aires protégées, avec un double objectif de 30% d'aires terrestres et marines sous protection et 10% sous protection forte. L'ambition est louable, notamment pour les aires sous protection forte, car nous ne sommes pas loin de l'atteinte des objectifs de 30% de zones protégées, alors que nous en sommes plus éloignés pour les 10% sous protection forte. Se pose donc, à mes yeux, la question des moyens humains et des financements pour y parvenir. S'ils sont insuffisants, ces moyens, ces zones ne seront que des aires de papier. En raison de l'article 40 de la Constitution, nous ne pouvons cependant pas leur consacrer de nouveaux moyens. Ensuite, le principe de non-régression des surfaces ne concerne que la superficie totale, ce qui signifie que les aires sous protection forte pourraient voir leur superficie réduite entre 2 actualisations, ce qui interroge sur les ambitions portées par la France. Enfin, nous pensons que renvoyer la définition de la protection forte à un décret n'est pas satisfaisant. À la lumière de ces interrogations, pourriez-vous nous préciser vos engagements concernant l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées ? Enfin, j'aurais 2 dernières questions plus directes, si vous me permettez l'expression. D'abord, ne pensez-vous pas que l'introduction de la réforme du Code minier, vous y avez fait référence, aux articles 20 et 21, dans ce texte, déséquilibre son bilan carbone global ?
Si l'on peut attendre une amélioration de notre empreinte carbone avec une exploitation minière nationale dans une logique de relocalisation industrielle, on peut en revanche s'attendre à une hausse des émissions de gaz à effet de serre induite par l'exploitation minière et la transformation des produits issus de l'extraction. Enfin, s'agissant de l'article 62 sur les engrais, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous éclairer sur sa portée juridique? Car elle ne m'apparaît pas claire. Soit le dispositif prévoyant une redevance sur les engrais azotés fait obligation au gouvernement de mettre en œuvre cette taxe, non définie d'ailleurs, auquel cas il s'agit d'une injonction au gouvernement, ce qui est contraire à la Constitution, soit cet article n'a aucun effet juridique, mais uniquement une vocation politique, auquel cas je souhaiterais que vous me précisiez son intérêt. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole à Philippe Tabarot. Merci, Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais quant à moi vous interroger sur le titre 3, se déplacer. L'article 27 du projet de loi relatif aux zones à faible émission mobilité modifie considérablement le cadre juridique qui est prévu par la loi d'orientation des mobilités, rapportée ici même il y a quelque temps par l'excellent sénateur Mandelli. Alors que les ZFE étaient prévus comme un outil à la main des collectivités territoriales afin de s'adapter à leurs besoins, l'article 27 impose des interdictions de circulation à échéance courte, 2023, 2024, 2025, qui concernent 2 millions de véhicules selon l'étude d'impact. Pourquoi avoir fait ce choix de mettre un seuil minimal de restriction? L'étude d'impact indique également que ces véhicules auraient été remplacés naturellement d'ici 2028. La mise en œuvre de ZFE a-t-elle une véritable valeur ajoutée pour accélérer de 3 ans ce renouvellement? Par ailleurs, et toujours sur l'article 27, l'étude d'impact comporte peu d'éléments sur les impacts économiques de cette mesure sur les particuliers et les entreprises. En particulier, à la suite de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un amendement visant à étendre les mesures de restriction des ZFE aux véhicules utilitaires légers. Avez-vous chiffré quel pourrait être l'effet de la mise en place des ZFE sur l'activité des artisans, des travailleurs utilisant ces véhicules? Concernant les particuliers, ne peut-on pas penser que les ménages qui seront les plus impactés par la nécessité de renouvellement de leurs véhicules sont les plus précaires? Enfin, êtes-vous en mesure de chiffrer le coût des moyens de contrôle humain automatisés qui seront nécessaires pour les déployer, alors même que les dispositifs de contrôle automatisés prévus par la LOM ne sont pas encore opérationnels? En outre, le projet de loi fixe des objectifs ambitieux de décarbonation de poids lourds d'ici 2040. Cependant, force est de constater que les véhicules industriels électriques ou hydrogène ne sont pour l'heure ni disponibles ni abordables pour les transporteurs routiers. Ainsi, des mesures comme la diminution de l'avantage fiscal sur la TICPE revêt un caractère punitif, sans pour autant s'accompagner d'aides suffisantes de l'État. En effet, le bonus écologique du gouvernement étant limité aux motorisations hydrogène et électriques et expirant en 2022. Il ne paraît pas adapté aux préoccupations du secteur. Objectivement, rassurez Bercy, ils n'auront pas grand-chose à débourser cette année concernant l'aide à l'hydrogène qui n'existe pas au niveau des camions. Comptez-vous revoir le périmètre ou en tout cas la durée de ces aides à la transition? Par ailleurs, le projet de loi ne traite pas de la question des biocarburants alors qu'il s'agit probablement d'une solution certes transitoire, mais extrêmement intéressante en matière de décarbonation. Pourriez-vous nous préciser les raisons qui ont amené le gouvernement à exclure les biocarburants de levier de décarbonation dont la France pourrait se doter avec ce projet de loi? J'en viens à présent à l'article 32 de ce projet qui prévoit d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance pour instituer dossier que tout le monde connaît bien, une contribution régionale assise sur la circulation des véhicules de transport de marchandises. Voilà, on l'appelle comme on veut. Je sais que la sémantique est importante pour ce sujet. Je pense que vous avez tous compris de quoi je parle. Cette contribution qui serait fondée sur le transfert de la compétence des routes aux régions soulève plusieurs questions. Pouvez-vous nous en dire plus sur le dispositif envisagé à ce stade? Tout d'abord,
Disposez-vous d'informations relatives au coût de la collecte et d'infrastructures d'un tel dispositif? Par ailleurs, l'article 32 prévoit que les départements subiraient un report significatif de trafic pour également étendre ces contributions à leur réseau. Les recettes perçues iraient-elles donc au département ou à la région? On ne comprend plus rien, Madame la Ministre. Les régions n'ont même pas la compétence, puisque la loi 4D, que je sache, n'est pas encore arrivée au Sénat, et on donne déjà la ressource potentielle aux régions pour pouvoir assumer cette compétence. Je crois qu'on a fait peut-être les choses un petit peu à l'envers. Comment s'organiserait l'articulation entre les collectivités en matière de perception et de gestion des infrastructures, et comment est-il prévu d'apprécier le caractère significatif de report? Plus généralement, l'échelle régionale paraît susceptible de créer des distorsions importantes entre les régions, induisant une concurrence fiscale qui pourrait avoir de nombreux effets pervers en matière de détournement de trafic. L'instabilité de cette taxe pourrait également affaiblir l'attractivité de la France en matière de logistique, alors qu'il s'agit là d'un secteur stratégique. Comment comptez-vous éviter ou atténuer ces effets pervers? Enfin, l'article 36 du projet prévoit l'interdiction de toute liaison aérienne. Vous avez dit que c'était quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur, pour laquelle plusieurs liaisons quotidiennes sont disponibles sur le réseau ferroviaire en moins de 2h30. Des dérogations sont cependant prévues pour les lignes avec un haut taux de correspondance. Certains acteurs estiment que ce dispositif pourrait générer non pas moins d'émissions de CO2, mais plus de détournements de trafic et des contournements des installations et compagnies françaises. Pouvez-vous nous donner des estimations chiffrées sur ce point? En outre, la fermeture de ces lignes entraînera des conséquences importantes pour les territoires concernés, impactant les compagnies aériennes, mais également l'attractivité des villes touchées et leurs habitants. Des mesures d'accompagnement sont-elles prévues afin de limiter ces impacts? Madame la Ministre, dans la situation économique dans laquelle se trouve notre pays, je m'inquiète de ce titre se déplacer, qui est principalement fait de taxation et d'interdiction, qui sont l'essence même de l'écologie punitive que nous ne voulons pas au Sénat, et punitive particulièrement pour les plus modestes, et qui a déjà été source de troubles dans notre pays, de la même couleur que la chemise que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et avec des gilets jaunes. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais maintenant donner la parole à Ronan Dantec, président du groupe de travail Climat. Merci, monsieur le président. Une seule question, et qui viendra en écho à l'introduction du président Longeot, puisque le groupe de suivi des négociations internationales environnementales a justement auditionné aujourd'hui même Mark Van Keulen, qui est l'ambassadeur climat de l'Union européenne. Celui-ci nous a d'abord bien confirmé l'objectif européen de moins 55%, ou 52,8% si on compte un certain nombre de compensations, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de détails techniques. Et surtout, il a rajouté un élément qu'on n'a peut-être pas encore à l'esprit, qui est que dans la réglementation européenne, derrière l'objectif européen fixé, et la France a soutenu cet objectif, il y a derrière ce qu'on appelle le règlement sur la répartition de l'effort, qui est ce que chaque pays devra faire, se donner comme objectif pour 2030. Et d'après les éléments qu'on a à ce stade, on peut penser que l'objectif final, qui sera celui de la France par l'accord européen, sera, on va dire, entre moins 42 et moins 50%. Je laisse une marge relativement forte. Le problème que nous avons, c'est que d'après l'expertise du Haut Conseil pour le climat mis en place par le président de la République et le gouvernement pour justement expertiser, la loi climat, et le président Longeot l'a dit, aujourd'hui nous amène plutôt vers un moins 30%, c'est-à-dire 20% de réduction d'émissions qui ont déjà eu lieu depuis 1990 et à peu près 10%, et encore dans une perspective où les Français se saisissent véritablement de ce qu'il y a dans la loi, où beaucoup de choses sont quand même plutôt incitatives et volontaires, on gagne à peu près 10%. On est à moins 30%. Donc nous aurions un objectif européen fixé à la France entre 42 et 50 et une loi climat qui dit moins 30. C'est quand même extrêmement problématique. C'est d'autant plus problématique que dans cette audition très intéressante,
l'ambassadeur climat de l'Union européenne nous a donné un autre chiffre, qui est un chiffre que moi je considère comme plutôt optimiste, qui est qu'avec les nouveaux engagements pris par l'Union européenne, par les États-Unis, où il y a une véritable dynamique aujourd'hui, mais aussi par le Japon et d'autres pays, la trajectoire mondiale pour la fin du siècle arrive maintenant à 2,5 degrés d'augmentation. C'est encore trop, mais c'est moins qu'avant les nouveaux engagements en perspective de Glasgow. Et là, on est tout à fait dans le mécanisme prévu par l'accord de Paris, qui, avec le cycle de rehaussement de l'ambition tous les 5 ans, se donne comme objectif que de rehaussement en rehaussement, on aille vers les 2 degrés. Et donc, 2,5, ce n'est pas encore suffisant. Ça sous-entend aussi que les engagements pris vont être tenus. Mais on voit bien que le mécanisme de l'accord de Paris, en fait, fonctionne. Et quand on parle climat, on est souvent défaitiste, voire fataliste. Là, on voit quand même que le mécanisme fonctionne. Sauf que si le pays qui a mobilisé toute sa diplomatie pour obtenir cet accord de Paris et ce mécanisme de rehaussement permanent fait moins 30%, c'est-à-dire au moins un tiers de moins que l'objectif que l'Union européenne lui donne dans le cadre d'un accord que la France a elle-même soutenu, et il y a quand même une difficulté de lisibilité. Et ma question, Madame la Ministre, la première, c'est de dire, mais comment vous allez expliquer à Glasgow que la France ne fait que moins 30 ? Surtout que nous savons depuis quelques heures ou quelques jours que l'Allemagne, suite à la censure par la Cour constitutionnelle allemande de sa propre loi climat, est en train de vouloir afficher, c'est ce qu'a dit Angela Merkel, moins 65%. C'est-à-dire 2 fois plus. Donc là, on a une incohérence sur laquelle il est important de vous entendre, qui fragilise la position de la France dans les négociations internationales. Et vu que cet objectif européen d'effort partagé, nous le connaîtrons probablement, enfin ça c'est peut-être pas certain, mais vous nous le direz dans le courant du mois de mai, peut-être donnez-vous mandat d'ailleurs au Sénat de réatteindre l'objectif européen avec des amendements plus ambitieux. En tout cas, je pense que cette contradiction-là doit être levée et que nous avons besoin de vous entendre sur ce point. Merci. Je vous laisse répondre à cette série de questions des rapporteurs et du président du groupe de travail climat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Déjà beaucoup de questions sur lesquelles je vais essayer de répondre de manière la plus synthétique possible, mais je ne voudrais pas non plus vous laisser sur votre faim. Donc, pour commencer sur le stop pub et le oui pub, l'article 9, Madame de Cidrac, là, on est sur un objectif d'expérimenter pour les communes, les collectivités locales volontaires, un dispositif oui pub afin justement, et c'est le principe, d'en documenter l'impact, tant en termes environnementaux qu'en termes sociaux, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des risques sur l'emploi, mais aussi d'un point de vue économique, sur l'activité industrielle, sur la consommation, etc. Juste, je vous remets en tête que pour 2019, on est sur 894 000 tonnes d'imprimés publicitaires sans adresse qui ont été distribués. Ça fait à peu près 30 kilos par foyer par an et qui sont souvent jetés sans avoir été lus. On est sur 736 000 tonnes de CO2. Donc, on est vraiment sur un objectif de lutte contre le gaspillage. Alors, vous demandez comment ça se coordonne avec cette affaire de stop pub. L'idée, là, c'est de faire une expérimentation qui sera territorialisée. Donc, on a mis d'ailleurs dans la loi des limites pour justement éviter, en raisonnement par l'absurde, que toutes les collectivités se disent « ouais, chouette, on va essayer le oui-pub » et du coup, que ce ne soit plus une expérimentation puisqu'on ait les conséquences sans avoir pu regarder à une échelle plus petite. Donc, on a mis des limites dans la loi. Et donc, le fait qu'on fasse ça de manière très territorialisée, en mettant des limites, nous permettra de voir justement quels sont les effets de ce oui-pub. Est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant que le stop pub? Est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les conséquences? Et ça nous permettra par la suite de décider de ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il y a juste que sur cette question de oui-pub, il y avait déjà eu des débats pendant la loi AGEC, et vous vous en souvenez. Il avait été décidé d'attendre un peu. Là, il y a eu une volonté de dire, bon, on a besoin de voir comment fonctionnent ces deux dispositifs pour voir quel est tout simplement le plus efficace. D'ailleurs, ça correspond plutôt à une demande, puisqu'on a une enquête de l'ADEME qui indique que 70% des répondants se déclarent très
ou plutôt ouverts à ce qu'un système inverse au stop pub soit testé et appliqué dans leur commune. Donc voyons voir ce que nous pourrons faire là-dessus. Sur la question de la consigne. Sur la question de la consigne, alors oui, on est dans le prolongement de la loi AGEC. Mais en fait, ce qu'on dit tout simplement, si je veux le faire en très résumé, c'est que ce qui est prévu dans la loi AGEC, ça s'applique aussi pour le verre. C'est de manière extrêmement simple. Et donc, ça s'applique pour le verre. On a eu beaucoup de débats pendant l'examen à l'Assemblée nationale pour vérifier ce que ça touchait, ce que ça ne touchait pas. On a eu des alertes concernant, par exemple, les flacons de parfum ou concernant les bouteilles d'alcool et de spiritueux, puisqu'on sait que ces bouteilles d'alcool et de spiritueux, pour certaines, sont destinées à l'exportation. Et donc, faire un régime de consigne quand on a 95% de ces bouteilles qui partent à l'étranger, tout ça n'a strictement aucun sens. Donc, pareil, moi je vous le dis depuis le début, cette loi, c'est une loi de bon sens. Donc, bien évidemment, quelque chose qui va à l'encontre du bon sens, on ne le fera pas. Et donc, on va faire en sorte de regarder pour tous les usages possibles de la consigne, pour lesquels ça a du sens et pour lesquels ça n'en a pas. Et notamment aussi à travers les distances qui sont les distances d'achalandage, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui soit opérationnel et qui permette d'avancer. Donc, on va faire une analyse, en fait, alors je ne sais pas si on peut dire une analyse de cycle de vie, mais on va faire une analyse sur le cycle de la consigne. Si l'analyse sur le cycle de la consigne nous permet de dire que c'est bénéfique pour l'environnement, eh bien là, on le fera. Si on voit que, en fait, ça n'a pas d'intérêt, on ne le fera pas, tout simplement. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter pendant l'examen du texte, mais voilà le principe qui me semblait important de vous rappeler. Sur la question de l'affichage environnemental, vous avez insisté à raison sur la question des délais, en disant que si on veut que les choses avancent vite, pourquoi mettre 5 ans pour mettre en place cet affichage environnemental ? Alors, il faut bien avoir en tête que ce délai de 5 ans est un délai maximum. L'idée est bien de pouvoir commencer dans certains secteurs qui sont déjà prêts. Comme vous l'avez dit, il y a des expérimentations qui ont déjà été commencées. Il y a un certain temps, je pense par exemple au secteur de l'habillement, où nous avons un certain nombre d'entreprises, même assez pionnières, qui ont déjà d'ailleurs commencé à tester un affichage environnemental. Je pense à Decathlon par exemple, qui d'ores et déjà a un affichage environnemental sur ses produits, dont on voit d'ailleurs, moi je suis allée à leur rencontre sur le terrain, qui méritent encore certainement d'être un peu affinés. L'idée là, c'est que on arrive à ce que toutes ces expérimentations convergent vers un système qui soit harmonisé et que le consommateur ne se perde pas au milieu des différents affichages et qu'il y ait un affichage clair et qui soit compréhensible par tout le monde. Donc, d'ores et déjà, nous avons donc des expérimentations qui vont se terminer dans l'année. Nous avons des expérimentations donc, sur le secteur de l'habillement, sur le secteur de l'alimentation qui vont se terminer dans l'année. Et donc, à partir du moment où on est prêt, eh ben, on peut les lancer et on n'attendra pas, évidemment, 2025. Et nous avons eu des débats, je pense qu'on en aura aussi avec vous, sur le fait que sur l'alimentation, il fallait faire attention à prendre en compte plus largement les effets carbone, puisque nous avons, par exemple, des produits de notre alimentation, nos produits agricoles, qui sont des produits de qualité, qui sont des produits labellisés, et qui peuvent émettre un peu plus de gaz à effet de serre, mais qui, par contre, en termes d'impact global sur l'environnement, sont bien meilleurs. Et nous avons adopté un certain nombre d'amendements en première lecture donc à l'Assemblée pour justement mettre en place ces critères pour qu'il n'y ait pas d'effets de bord, d'effets pervers qui, en fait, iraient un peu à l'encontre de ce que nous souhaitons faire, puisque nous ne sommes pas dans le carbon score, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le carbon score de la Convention citoyenne, nous sommes sur une étiquette environnementale, donc qui est plus large que le score carbone, même si l'aspect carbone sera indiqué, mais il ne sera pas, ce sera plus large.
Sur la question du vrac, on est sur un article qui prévoit donc qu'au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail, dont la surface est supérieure ou égale à 400 m², donc on n'est pas sur les petits, consacrent au moins 20% de leur surface de vente de produits de grande consommation ou un dispositif d'effet équivalent exprimant en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. On dira par décret quelles sont les précisions sur les objectifs à atteindre, sur les catégories de produits, etc. Ce qu'on a modifié à l'Assemblée, on a fait des modifications pour mieux cibler les produits pour lesquels il existe un enjeu et un potentiel de développement de la vente sans emballage. On a limité le texte aux produits de grande consommation qui sont définis par décret sur l'article 441-4 du Code de commerce. Par exemple, les articles de bricolage, les meubles, les livres, les vêtements ne seront pas concernés évidemment, mais les produits alimentaires et d'entretien, oui. On a élargi les produits intégrés dans l'objectif de 20% pour inclure des produits vendus à la découpe assistée en magasin ou les produits vendus sans emballage, mais en quantité non choisie par le consommateur, qui ne sont donc pas inclus dans la définition législative du vrac. On a donné de la souplesse aussi dans la manière de calculer l'atteinte de l'objectif de 20% en 2030 en part de surface de vente. Il va y avoir des systèmes d'équivalence, par exemple, ou des parts des produits référencés par le commerce ou un pourcentage du chiffre d'affaires. Et on prévoit vraiment une adaptation par voie réglementaire pour tenir compte des spécificités des filières. On a cette question du polystyrène qui a été rajoutée. Donc ça a été un vote qui a été fait contre l'avis du gouvernement. On est en réflexion sur le sujet depuis que cet amendement a été adopté. La loi anti-gaspillage, elle prévoit de toute façon de tendre vers l'objectif de 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025, ce qui suppose en premier lieu que les résines employées soient recyclables par définition et disposent d'une filière de recyclage opérationnelle. Alors, le polystyrène, à ce jour, ne dispose pas de filière de recyclage opérationnelle en France, mais il est recyclé, par exemple, en Espagne, pour fabriquer des cintres et des équipements de bureautique. Alors, il faut quand même noter que plusieurs projets de recyclage chimique ont été récemment annoncés en France ou sont à l'état de pilote technologique. Et la loi gaspillage et la directive européenne sur les plastiques à usage unique, elle prévoit déjà, par ailleurs, l'interdiction de différents produits en plastique à usage unique, dont certains composés de polystyrène expansé. Mais elle ne prévoit pas une interdiction générale sur tous les produits, les emballages constitués de polystyrène. Donc, une interdiction par principe d'un type de matériau au niveau national ne me paraissent pas une bonne solution, car ce serait contraire aux directives européennes. Et c'est pourquoi nous avons émis un avis défavorable pendant l'examen à l'Assemblée. En fait, seuls les emballages qui ne sont non valorisables peuvent être interdits, et ce qui n'est pas le cas du polystyrène, puisqu'il est déjà donc recyclé dans certains pays européens. En revanche, la France, j'y vais doucement parce que je pense que la réflexion n'est pas terminée là-dessus. C'est pour ça que je fais attention à ce que je vous dis, puis on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais la France, elle a joué un rôle moteur pour inscrire dans le droit européen la possibilité de mettre en place des incitations économiques à l'éco-conception des emballages. Et ces incitations, elles prennent la forme de bonus-malus qui sont fixés dans le cadre des filières REP. Et le principe, il avait été inscrit dans la loi AGEC. Et d'ailleurs, la loi prévoit qu'un arrêté fixe pour 2022 une pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent pas intégrer une filière de recyclage. Et donc, on peut s'appuyer sur cette disposition pour favoriser des emballages éco-conçus. On a aussi un problème de toxicité, par contre, pour l'homme. Mais ce n'est pas, parce qu'on a eu ces débats aussi dans l'hémicycle de l'Assemblée, ce n'est pas le polystyrène qui présente un risque de toxicité, mais en fait le monomère de ce polymère, qui est classé reprotoxique au niveau européen, et donc c'est plutôt au moment de la production du polymère et non au moment de l'utilisation qu'il est dangereux, et donc il faudra prendre des précautions. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. On a des entreprises qui proposent des solutions alternatives, vertueuses. On a vraiment une mobilisation avec le pacte national sur les emballages plastiques qui traite aussi de cette question.
Maintenant, j'entends le message qu'ont voulu nous faire passer les députés. Donc, c'est une discussion qui, à mon avis, devra continuer. Et je suis certaine que vos apports, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, seront précieux. Pour finir, si je n'ai pas répondu à tout, je vous répondrai sur évidemment d'autres questions. Sur la question de la mise en danger de l'environnement, les débats seront nombreux sur le sujet, je n'ai pas de doute. Il faut bien comprendre que si on est si sévère, c'est parce que là, la question de la mise en danger de l'environnement arrivera après un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui fait, une entreprise qui met en danger l'environnement, qui se fait taper sur les doigts et qui se prend tout de suite une amende très forte. Là, on parle notamment d'ICPE, où il y aura déjà eu des processus de mise en demeure préalable. Donc, on sera sur des entreprises qui sciemment auront reçu des mises en demeure, auront été alertés, n'auront rien fait, et là, seront dans la situation d'être sanctionnés très fortement. Et la deuxième situation, ce qui est un peu représentatif de ces cas, ce seront des entreprises qui travaillent sans autorisation, c'est-à-dire qui n'ont pas l'autorisation de fonctionner et qui fonctionnent. Donc on n'est pas du tout sur quelqu'un qui ferait une erreur une fois, on n'est pas du tout sur ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire, Madame de Cidrac. Vous aviez posé beaucoup de questions. Pascal Martin, sur la question de la commande publique. Merci d'abord de souligner les avancées, notamment sur les contrats de concession. Oui, bien sûr, l'État a d'ores et déjà prévu de mettre à disposition des collectivités territoriales un certain nombre d'outils et des guides pour les aider dans leur commande publique, bien sûr. Sur l'article 19 bis, sur les moulins. Alors, nous avons eu une très très longue discussion sur ce sujet. Et nous en aurons certainement une dans l'hémicycle du Sénat. Et c'est tant mieux parce qu'on est sur un sujet qui génère beaucoup d'émotions. Je crois qu'il faut qu'on sorte de l'émotion et qu'on revienne sur des faits. D'abord, il faudra qu'on regarde, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse avoir des chiffres dont on pourra discuter dans l'hémicycle du Sénat. Il faudra qu'on ait des chiffres pour regarder combien, concrètement, réellement, de moulins, je parle bien des moulins, ont été détruits pour des opérations de continuité écologique des cours d'eau. Il y en a peut-être. S'il y en a, c'est extrêmement peu. Et je crois que légiférer de manière aussi lourde sur des situations qui sont aussi peu nombreuses, ça me paraît un petit peu effectivement excessif. Après, il y a un certain nombre de problèmes sur certains territoires et il faut bien sûr y remédier et nous pouvons trouver des solutions. Là, le texte qui a été voté est très déséquilibré dans la mesure où aujourd'hui, un propriétaire qui voudrait lui-même faire un effacement de seuil, c'est-à-dire que là, on ne touche pas au bâtiment du moulin. Hein. Là, on touche aux seuils qui sont dans l'eau et qui empêchent effectivement la continuité. Là, dans le texte tel qu'il est aujourd'hui, un propriétaire qui voudrait le faire n'aurait plus le droit de le faire. Donc, on arrive dans quelque chose qui est excessif. De la même manière, en y regardant de plus près, nous nous rendons compte que ce qui a été voté est en fait un recul en termes de droit de la protection de l'environnement, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Moi, j'avais dit que je ne voulais pas qu'il y ait de recul sur la protection de l'environnement. Donc, revenir à une rédaction qui serait plus équilibrée, qui permettrait de prendre en compte les légitimes aspirations à ce qu'on garde notre patrimoine, et je crois qu'ici, on est tous d'accord sur la valeur de notre patrimoine et la nécessité de le garder, mais tout en préservant j'insiste sur l'importance de préserver la continuité écologique des cours d'eau. On ne se rend pas compte de ce que peut apporter une biodiversité préservée dans les cours d'eau. De même, il y a une question de privilégier le petit hydroélectrique. Le petit hydroélectrique peut apporter des solutions dans un certain nombre de situations. Ça peut être intéressant. Maintenant, en termes d'apport de l'hydroélectrique au sein du mix électrique français, il est assez faible. Et donc, avoir un tel impact sur la biodiversité des cours d'eau
pour un effet aussi faible sur notre mix électrique, il faut qu'on fasse attention à la proportionnalité des mesures que nous votons. Donc, retravaillons ensemble pour trouver une rédaction qui soit une rédaction plus pragmatique et en même temps qui tienne compte des aspirations et des uns et des autres. Je suis tout à fait disposée pour y travailler avec vous. Sur la question de l'eau potable, alors, il ne faut pas oublier aussi que là, on arrive après un processus qui a été le processus des assises de l'eau, qui a fait travailler nombre d'entre vous et nombre d'entre nous. Nous avons beaucoup travaillé sur le petit cycle de l'eau, sur les gaspillages que vous avez rappelés, qui sont importants. Nous avons engagé des fonds du plan de relance aussi pour aider les collectivités à travailler là-dessus, notamment aussi pour les collectivités d'outre-mer qu'on oublie trop souvent, mais qui sont très touchées par ces problèmes d'eau. Ce que je vous propose là-dessus, si je n'ai pas d'autres chiffres, c'est qu'on puisse en reparler parce que je n'ai pas tous les derniers chiffres que je pourrais vous apporter, mais on en rediscutera en séance. Sur la stratégie nationale des aires protégées. Alors, vous insistez, monsieur le sénateur, sur un point très important qui est la question des moyens humains. Je partage évidemment cet objectif. Si on veut avoir des aires protégées, il faut qu'on ait des gens dessus. Moi, on ne me fera pas jamais croire qu'on peut protéger un espace, d'autant plus quand il est grand, uniquement à partir d'un bureau parisien. Voilà quelque chose qui est une évidence. Parfois, il faut le rappeler. C'est pourquoi je suis heureuse d'avoir déjà obtenu, suite aux annonces qui ont été faites par le président de la République, une augmentation de 40 TP sur l'OFB et pour les parcs nationaux. L'OFB, évidemment, pour la question des aires marines protégées. Et cette augmentation doit être suivie d'autres, normalement, l'année prochaine. Je sais que cette augmentation ne permet pas de tout résoudre, mais vous comprendrez bien que c'est un point qui est important pour moi et sur lequel nous allons travailler, notamment dans l'optique du prochain projet de loi de finances. Sur les aires protégées en elles-mêmes, à ce stade, nous sommes environ à 24% d'aires protégées. Il reste donc du chemin à parcourir. La cible, évidemment, elle est atteignable. Il faut évidemment qu'on identifie, et là c'est le rôle de tout le monde, les zones qui méritent d'être protégées, de concrétiser leur classement. Il y a un certain nombre de sites connus qui mériteraient d'être protégés et on est en cours de travail pour lancer ou finaliser des classements, mais également pour rendre plus solide leur modèle financier, parce qu'il n'y a pas que les moyens humains, il y a aussi les modèles financiers et leur suivi. Pour ce qui est de la protection forte, les choses sont identiques, même s'il s'agit de sites encore plus exceptionnels, évidemment. La marche est un peu plus difficile à franchir, vous l'avez dit, pour atteindre notre objectif, puisque nous en sommes environ à 2%. Mais je crois que nous pouvons y arriver avec l'implication de toutes et tous. Mais encore une fois, là, c'est vraiment du travail de dentelle sur le territoire. Sur la question du code minier, avec les implications que vous disiez sur le bilan carbone. Alors, je n'ai pas répondu tout à l'heure sur la question de l'étude d'impact. Il ne va pas y avoir d'étude d'impact qui va être refaite avant le passage pour le Sénat, parce qu'on n'est pas dans la capacité de le faire aussi rapidement. Maintenant, bien évidemment, les choses ont bougé, puisqu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été rajoutés dans cette loi qui vont avoir un impact très positif, je l'espère, notamment sur ce qui a été fait suite à la mission Sichel, par exemple, sur le bâtiment. Mais sur le code minier, on va y regarder de plus près. Je vais essayer de vous apporter des réponses très précises. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour préserver l'environnement, et donc là, c'est pour ça que je fais la nuance entre CO2 et environnement en général, mais pour préserver l'environnement, nous avons besoin de réformer le code minier qui n'était absolument pas adapté et qui permettait justement... On parle toujours de cet exemple emblématique, mais c'est parce qu'il est facile et qu'il est bien identifié. Sur la montagne d'Or, nous n'avions aucun moyen, parce que le code minier n'avait pas été adapté depuis longtemps, de nous opposer à un projet dont tout le monde voyait qu'il avait un impact environnemental majeur. Mais à l'époque où le code minier a été rédigé, ces préoccupations n'étaient pas encore très présentes dans nos esprits. Sur la portée juridique de l'article 62 sur les engrais azotés,
comme vous l'avez vu, cette portée juridique, elle est assez faible dans la mesure, et là je parle d'un point de vue juridique, dans la mesure où la taxe n'est pas mise dans le dur de la loi. En revanche, la portée politique et la portée en termes d'influence sur l'activité de nos agriculteurs est importante. Et d'ailleurs, je pense que le débat qu'il y a eu à l'Assemblée sur le sujet en termes d'intensité montre à quel point il a fait réagir, parce que il explique que nous avons une trajectoire, et d'ailleurs il y a une trajectoire européenne, hein. Nous accompagnons cette trajectoire et nous disons que nous souhaitons aider les agriculteurs à atteindre les objectifs, qui sont des objectifs, encore une fois, qui sont y compris imposés au niveau européen, et que s'ils le font, s'ils y arrivent et si ça se passe bien, il n'y aura pas de taxes. En revanche, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, là, on mettra en place une taxe. Donc c'est pour donner aussi des perspectives, pour expliquer que, dans un premier temps, on ne met pas de taxes parce qu'on n'a pas envie d'embêter les agriculteurs. Par contre, on est obligé d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc là, c'est plutôt pour leur dire, regardez, en fait, pour être plus sûr d'atteindre nos objectifs, on pourrait mettre une taxe tout de suite, mais on a plutôt envie d'être dans une démarche de travail ensemble et d'accompagnement. Donc, on vous dit que là, pour l'instant, on ne la met pas, mais que si besoin est, on la mettra. Il s'avère qu'on avait déjà utilisé cette technique sur les gaz HFC, et ça avait bien marché. Sur les gaz HFC, on avait dit on va mettre en place une taxe, mais si vous respectez vos engagements de baisse d'émissions de ces gaz, eh bien, la taxe sera annulée, et ça a été le cas. Donc, comme quoi, parfois, il suffit de donner des perspectives. Monsieur Tabarot, sur les ZFE, alors, vous parlez des échéances qui sont inscrites dans le texte de loi. Alors, il faut bien faire attention, parce que vous avez raison de souligner que nous avons dit que nous voulions que les collectivités s'emparent de cette possibilité et qu'elles puissent vraiment forger leur outil en fonction des spécificités de leur territoire. Là, ce qui est mis dans le dur de la loi, sur les interdictions en 2023, 2024 et 2025, où on arriverait à une interdiction des vignettes critères 3 en 2025, c'est pour les collectivités qui dépassent et qui dépasseraient à ce moment-là encore les seuils de pollution. Régulièrement. J'ai plus le niveau de régulier, mais je pourrais vous le redonner. Donc, ça ne concerne pas toutes les ZFE. On est sur les ZFE, sur des collectivités spécifiques qui seraient confrontées à ces problèmes-là. Pour les autres, elles peuvent adapter, encore une fois, en fonction de leurs besoins. Sur la question des contrôles humains, on travaille avec le ministère de l'Intérieur pour que le plus vite possible, on puisse avoir des contrôles automatisés. Alors, le principe des contrôles automatisés, c'est tout simple, hein, c'est comme les contrôles de vitesse. Vous avez un radar, il flash et l'amende part directement. On sait bien qu'au niveau des contrôles humains, ce ne sera pas possible d'avoir suffisamment de personnel pour pouvoir faire des contrôles aussi efficaces que les contrôles automatisés. C'est une évidence. Donc, dans un ces contrôles humains seront par vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui regardera derrière la caméra de manière, c'est pas artisanale, mais ce sera avec des personnes. L'idée, c'est que ça dure le moins longtemps possible, et on sait que pendant ce temps-là, on sera dans les zones dans des périodes d'installation de la ZFE où la volonté, c'est aussi de faire beaucoup de pédagogie. L'idée de la sanction, évidemment qu'il faut des sanctions, mais il faut, avant les sanctions, beaucoup de pédagogie, faire comprendre comment ça marche. Moi, là, j'ai vu que j'étais dans la métropole de Lyon récemment. Ils ont mis en place une voie de covoiturage. La voie de covoiturage, déjà, il faut que les gens comprennent ce que c'est, il faut qu'ils comprennent qui a droit d'y rentrer, etc. Et donc, il faut laisser un peu de temps quand même aux populations pour qu'elles comprennent de quoi il s'agit.